fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Bonjour à tous. En 1990, Nelson Mandela est enfin libéré de sa prison où il se trouvait depuis 27 ans. Il avait été emprisonné pour avoir dénoncé et lutté contre l'apartheid, le système terrible de séparation entre les Blancs et les Noirs dans son pays, l'Afrique du Sud. Imaginez une société où dès la naissance, votre destin est scellé par la couleur de votre peau, définissant où vous pouvez vivre, travailler, aller à l'école ou même aimer. C'est la réalité brutale de l'apartheid, une réalité où la séparation était codifiée dans chaque aspect de la vie quotidienne. Et face à ce système, la contestation gronde à partir des années 60, tant à l'intérieur de l'Afrique du Sud qu'à l'extérieur, où le pays est régulièrement condamné sur la scène internationale. Et pourtant, ces lois d'apartheid restent en vigueur jusqu'en 1990. Comment un tel système, basé sur la domination absolue d'une race sur une autre, a-t-il été finalement aboli ? Pour comprendre l'apartheid, il faut remonter le temps, jusqu'en 1652, au moment où les premiers colons néerlandais débarquent en Afrique du Sud et imposent leur domination aux populations locales, comme les Khoisans et les Bantous. Les Européens fondent une colonie et la ville du Cap. Alors, le lieu n'est pas choisi au hasard, il est totalement stratégique, car il permet le ravitaillement des navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui partent vers l'Asie. Alors dans cette colonie, les Blancs sont très minoritaires par rapport à la population locale, et rapidement des conflits éclatent pour le contrôle des terres et des ressources. Mais grâce à leur supériorité technologique, les Européens, que l'on appelle désormais les Boers, l'emportent. La colonie devient prospère et attire d'autres colons européens, des Huguenots français et des Allemands. Et une culture locale se met en place, avec notamment une langue particulière qu'on appelle l'Afrikaans, une variante du néerlandais. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, on fait venir des esclaves en provenance d'Inde et de Malaisie. Et donc on a une composition de la population locale qui se modifie, avec une constante cependant, les Blancs restent toujours minoritaires. Dès la fin du XVIIIe siècle, les Britanniques s'intéressent à ce territoire, et des tensions éclatent. Et des guerres finissent par opposer les Européens, ce qu'on va appeler la guerre des Boers, à la fin du XIXe siècle, surtout parce qu'on a découvert sur place des gisements de diamants et d'or. Finalement, les Britanniques l'emportent et créent en 1910 l'Union de l'Afrique du Sud. Ça, c'est pour les Européens. Mais parallèlement, en 1912, les Sud-Africains noirs créent un parti, African National Congress, l'ANC, pour défendre leurs droits et lutter contre la domination européenne. Alors les méthodes de ce parti sont largement inspirées par la non-violence. On a à l'époque Gandhi, qui est avocat en Afrique du Sud, qui va avoir une influence sur l'ANC. De l'autre côté, donc, les Blancs, minoritaires, face aux populations de couleur, alors on va avoir les groupes bantous, mais on a aussi les Indiens, se sentent menacés et ils vont instaurer les premières lois de discrimination, comme ce qu'on appelle le Natives Land Act en 1913. Alors ce texte regroupe les populations de couleur dans des réserves et il leur interdit la propriété des terres. Dans les années 20, l'Afrique du Sud se développe très vite, grâce aux richesses de son sous-sol, et on va voir de nouvelles villes apparaître, comme Johannesburg. Mais attention, toute cette croissance économique est permise par l'exploitation de travailleurs noirs, sous-payés et privés de droits. L'influence du nazisme en Europe n'arrange rien. En Afrique du Sud, les colons blancs, que l'on appelle désormais les Afrikaners, se montrent très réceptifs à l'idée de la domination de la race blanche. Mais c'est en 1948 que l'histoire prend un tournant décisif. Des élections ont lieu cette année-là dans le pays. Seuls les Blancs ont évidemment le droit de vote, et c'est le Parti national, porté par les idéaux d'une suprématie blanche, et qui représente surtout les intérêts des Afrikaners, qui accède au pouvoir. Ce Parti national va instaurer officiellement l'apartheid, un mot qui signifie en afrikaans « séparation ». C'est donc une politique d'État, qui sépare officiellement et systématiquement les groupes ethniques d'Afrique du Sud, c'est-à-dire les Européens d'un côté
et les personnes de couleur, noirs, indiens, métis, de l'autre. L'objectif est, je cite, « d'assurer la sécurité de la race blanche et de la civilisation chrétienne ». Fin de citation. Dans ce but, une nouvelle loi, en 1949, interdit les mariages interraciaux, et elle est complétée par une loi sur l'immoralité qui interdit toute relation sexuelle entre les différents groupes. On retrouve là une obsession, celle de la pureté de la race, telle qu'on a pu le voir dans l'Allemagne d'Hitler. Ce n'est pas agréable physiquement de venir en contact avec eux dans les autobus, les trains et tout ça. Et tous les afrikaners pensent la même chose. Pour eux, il n'y a pas de problème noir. Ils ne veulent pas le connaître. Ils ne veulent rien changer à leur mode de vie. Enfin, pour chaque groupe racial, une nouvelle loi précise les zones d'habitation. Alors elle va entraîner le déplacement forcé de millions de personnes, brisant des communautés et des familles, et instaurant des villes et des quartiers homogènes sur le plan racial. Les blancs vivent avec les blancs, les noirs vivent avec les noirs. Aux blancs, justement, un quart de la population à l'époque, les quartiers privilégiés des centres-villes. Aux populations non blanches, 3/4 donc de la population, les ghettos surpeuplés des périphéries. Ces ghettos vont prendre le nom de township. Le plus vaste est celui de Soweto, dans la grande banlieue de Johannesburg, qui compte dans les années 70 jusqu'à 700 000 habitants. Et on a des passeports internes qui vont contrôler les mouvements de la population noire. Ils sont imposés en 1952, et ces documents limitent sévèrement la liberté de déplacement, entravent la capacité des Noirs à travailler, à vivre, à se déplacer sans l'approbation du gouvernement. Ils ont besoin de passes pour entrer dans les zones blanches et ça rend leur vie quotidienne très difficile avec toute une série d'obstacles et d'humiliations. Enfin, en 1953, une ségrégation raciale est instaurée dans tous les aménagements publics. Ça veut dire les transports, ça veut dire les lieux publics, ça veut dire les hôpitaux, ça veut dire l'éducation, etc. À partir de cette date, l'apartheid connaît sa forme la plus large. Les blancs sont totalement séparés des populations de couleur, et dans tous les domaines, y compris le sport, pourtant un facteur d'union nationale. Il faut imaginer, par exemple, que pour le football sud-africain, il y a des fédérations distinctes pour les blancs, les indiens, les noirs et les métis. D'ailleurs, le football, c'est considéré comme le sport des noirs, tandis que le rugby est associé aux blancs, renforçant ainsi les divisions raciales dans le pays. Même des bancs de square sont interdits aux noirs sous peine d'amende. Couloir pour les noirs, escalier pour les blancs. Train pour les noirs, la séparation est totale. Cette politique d'apartheid suscite logiquement de nombreuses oppositions. En Afrique du Sud même, le 21 mars 1960, à Sharpeville, un township qui est près de Johannesburg, on a des Sud-Africains qui vont manifester pacifiquement pour revendiquer leurs droits et protester contre les restrictions de déplacement imposées aux Noirs. La répression est très meurtrière. La police tire dans la foule, faisant 69 morts, dont 29 enfants, et 180 blessés. Le plus horrible, c'est que beaucoup des manifestants sont abattus dans le dos, alors qu'ils tentaient de fuir. Ce massacre de Sharpeville a 2 conséquences. En Afrique du Sud même, l'ANC renonce alors à l'action non violente et crée une branche combattante dirigée par Nelson Mandela. En conséquence, l'ANC est interdite par le pouvoir et Mandela arrêté en 1962. Il est accusé d'actes de sabotage, de destruction de biens et d'entretenir des liens avec le communisme. Il est condamné à la perpétuité en 1964. En fait, il a échappé à l'exécution grâce à une pression internationale. Alors au niveau international, justement, sous pression des autres membres, l'Afrique du Sud est poussée hors du Commonwealth en 1961. L'ONU va condamner officiellement le pays en 1973 et un embargo est installé dans les années 80 par l'Europe et les États-Unis sur la vente d'armes et d'appareils technologiques. En fait, le pays devient un paria, mis au banc des nations pour sa politique d'apartheid. Mais il ne la change pas, à l'image du massacre de Soweto en 1976. En juin 1976, des milliers d'élèves noirs manifestent dans les rues du township de Soweto parce qu'on veut introduire obligatoirement la langue afrikaans à l'école. Une fois de plus, la police ouvre le feu. Le nombre des morts des émeutes qui suivent est estimé à environ 500. Et parmi ces victimes, Steve Biko,
un militant anti-apartheid qui meurt dans des circonstances très douteuses en 1977. Mais avec le contexte de guerre froide, les condamnations occidentales se calment. Oui, on a besoin des ressources de l'Afrique du Sud pour la course aux armements. Sa position géographique reste toujours autant stratégique, et on s'inquiète, surtout en Occident, de la progression de l'influence soviétique en Afrique. L'URSS, en plus, soutient l'ANC. Et donc, malgré quelques évolutions timides dans les années 80, sous la présidence de Peter Botha, il faut attendre la fin de la guerre froide pour voir les choses vraiment évoluer. En 1989, un nouveau président est élu à la tête du pays. Il s'appelle Frédéric de Klerk. Lui comprend que la situation internationale n'est plus la même. Oui, le mur de Berlin est tombé, le communisme n'est plus une menace, et l'Afrique du Sud perd ses derniers soutiens internationaux. Les choses ont changé et l'apartheid n'est plus tenable. Le 2 février 1990, le président de Klerk décide de libérer des prisonniers politiques. Nous sommes plus d'une centaine de journalistes cet après-midi dans une salle du Parlement du Cap pour écouter le président Frédéric de Klerk prononcer cette phrase attendue depuis plus de 27 ans par les Noirs d'Afrique du Sud. Je suis maintenant en position de vous annoncer que Nelson Mandela sera libéré dimanche 11 février 1990 à 15h. Et c'est ainsi qu'après 27 ans de prison, le prisonnier politique le plus célèbre du monde, Nelson Mandela, est enfin libéré. À 72 ans, il sort de prison, le poing levé, pour continuer sa lutte pour l'égalité. Il n'y a qu'une seule façon d'aller de l'avant. Une seule. C'est la paix. De Klerk, par la suite, va abroger les lois raciales les unes après les autres. Désormais, tous les Sud-Africains, quelle que soit la couleur de leur peau, peuvent voter. En 1993, il reçoit, avec Nelson Mandela, le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin pacifiquement à l'apartheid et pour avoir rétabli une véritable démocratie en Afrique du Sud. Cette année-là, d'ailleurs, une nouvelle constitution assure l'égalité des droits. Et en 1994, les premières élections multiraciales ont lieu. Avec près de 60% des voix, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Alors il va chercher pendant son mandat à unir et à réconcilier ce qu'il appelle la nation arc-en-ciel, composée des 34 millions de Noirs et des 5 millions de Blancs. Dans ce but, une commission Vérité et Réconciliation est mise en place, présidée par l'évêque anglican Desmond Tutu, qui était prix Nobel de la paix en 1984. Cette commission, en fait, elle cherche à établir un dialogue entre les victimes et les bourreaux de l'apartheid pour faire émerger la vérité et favoriser la réconciliation. Les personnes victimes de crimes politiques durant l'apartheid peuvent témoigner devant la commission, tandis que les auteurs de ces crimes sont également invités à s'exprimer et peuvent éventuellement obtenir l'amnistie sous certaines conditions. En fait, l'apartheid a laissé des cicatrices profondes en Afrique du Sud et des tensions demeurent. Si le pays, qui a auparavant été exclu de la communauté internationale, est devenu maintenant une puissance économique majeure du continent africain, il connaît aussi de nombreuses inégalités économiques et les populations noires connaissent souvent la pauvreté. Les violences sont aussi importantes dans le pays. Et 30 ans après, certains groupuscules regrettent même l'apartheid. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode dédié à l'histoire complexe et poignante de l'apartheid en Afrique du Sud. Je vous invite à partager vos pensées, vos réflexions sur cet épisode. Laissez-moi un commentaire sur les réseaux sociaux, sur Spotify ou Apple Podcast. Je suis toujours très intéressé de savoir si vous avez aimé. Restez à l'écoute et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.